Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous suivent dans les territoires, dans les Outre-mer et ici présents dans la salle pour cette deuxième édition du Hub des territoires Outre-mer, initiée bien sûr par la Banque des territoires et sur le thème de l'innovation en partenariat avec Outre-mer Network. Mon nom est Marie-Christine Ponamalé, responsable du groupe média Outre-mer 360 et je suis bien évidemment heureuse d'être parmi vous ce matin. L'événement va se décliner en 3 séquences. Une première séquence avec les modalités d'intervention de la Banque des territoires en matière d'innovation territoriale avec la direction des investissements. Une deuxième séquence d'exemples de start-up innovantes avec Daniel Hirso, le responsable Outre-mer Network qu'on ne présente plus. Une troisième séquence avec le ministre en charge, entre autres, de l'économie numérique et de la transition d'énergie renouvelable en Nouvelle-Calédonie, Monsieur Christopher Gigès, et avec le délégué général de la FEDOM, Laurent Renouf, ici présent. Et sans plus attendre, je vais inviter donc pour l'ouverture Madame Blandine Calcio-Godino, responsable du pôle écosystème et développement de la Banque du Territoire, qui sera suivie par Hervé Tonnerre, directeur délégué aux Outre-mer à la Banque des Territoires. C'est à vous, Madame. Merci de nous recevoir. C'est à vous. Bonjour et merci à vous. Donc bonjour et bienvenue au Hub des Territoires, qui est l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je suis donc Blandine Calcio-Godino. Je suis responsable du pôle écosystème et développement. On est vraiment ravis de vous accueillir ce matin avec la direction aux Outre-mer et donc en partenariat avec le réseau Outre-mer Network pour ce format rencontre du Hub autour du sujet essentiel de l'innovation en Outre-mer. Alors, vous êtes presque des habitués de ce lieu. En tout cas, on espère que vous allez le devenir, puisqu'en effet, c'est déjà le deuxième événement organisé ensemble. Le précédent, c'était le 15 juillet dernier, sur la transition énergétique et écologique en Outre-mer. Alors, avant toute chose, et je vais laisser place très rapidement à l'événement, mais quelques mots sur le Hub des Territoires. Donc, c'est vraiment un lieu qui est résolument, pour nous, tourné vers l'externe, vers nos partenaires et au bénéfice de nos clients. Puisque la volonté de la Banque des Territoires, c'est bien d'animer un écosystème et donc d'avoir une stratégie d'écosystème en fait affirmée. Et ce Hub des Territoires permet de faire collaborer des acteurs publics et des acteurs privés, comme c'est le cas aujourd'hui, des acteurs territoriaux, des entreprises, des startups, des partenaires institutionnels, des associations et des experts, notamment, mais pas que, ceux de la Banque des Territoires. C'est un dispositif hybride, à la fois physique pour ceux qui ont la chance d'être avec nous aujourd'hui dans ce lieu, mais également en digital et avec beaucoup de participants ce matin à distance qui nous permettent d'être connectés en tout point du territoire, à la fois métropolitain et ultramarin. Nous avons une programmation très riche avec des formats qui sont variés, des événements, des ateliers, des débats, des retours d'expérience qui permettent à la fois d'inspirer, de rassembler, comme aujourd'hui, mais également de concrétiser, puisque c'est tout l'enjeu, des projets territoriaux. Alors depuis 1 an et demi que le Hub des Territoires est lancé, on a à notre actif plus de 100 événements, plus de 400 intervenants et plus de 6000 participants, avec une programmation qui touche à la fois au sujet donc, de la transition énergétique et écologique, l'habitat, la santé, l'éducation. Et pour vous donner une idée, il y a quelques semaines, nous avions un événement dédié sur le sujet de la gestion de l'eau, qui est un événement qui vous parle aussi beaucoup, je le sais. Un autre événement sur le sujet de l'habitat de demain. Et puis encore un autre sur le sujet des foncières de redynamisation. Vous pouvez retrouver tous les replays directement sur notre site banquedetterritoires.fr. Et par ailleurs, dans le chat Teams, c'est la magie du direct, vous allez avoir les liens pour notre programmation et pour l'inscription à notre newsletter. Et enfin, dernier point, pour compléter cette dynamique, nous avons maintenant depuis quelques mois un nouveau format au Hub des Territoires. C'est une résidence de start-up, des start-up à la fois de la EdTech, mais également de la Smart City, comme par exemple 2 start-up, Soiliz sur le sujet de la séquestration carbone, et Phare, qui est une solution digitale d'aide à la décision par la donnée. Et donc, on voit bien que dans ce Hub des Territoires, on a à la fois le sujet de l'accompagnement à l'innovation, du développement des startups, des enjeux liés à la transition, aux transitions générales et au digital. Et donc, c'est toutes ces dynamiques que nous portons au Hub et qui vont faire évidemment l'objet d'échanges aujourd'hui sous l'angle spécifique des Outre-mer. Et sans plus tarder, je donne la parole à Hervé Tonnerre, directeur délégué aux Outre-mer, pour introduire cette journée.
Merci Blandine. Bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir des propos introductifs qui sont courts. Déjà pour me féliciter et remercier Blandine et toute son équipe. C'est en effet le deuxième événement que nous faisons sur les Outre-mer. Hein. Le Hub des territoires est destiné à tous les territoires. Mais il nous paraissait important d'avoir un focus particulier au moins 2 fois par an sur une thématique qui concerne plus spécifiquement les Outre-mer, même si on le sait très bien. Chaque territoire a ses enjeux et particularités. L'actualité est assez forte sur le thème que nous allons évoquer aujourd'hui. Alors à la fois, je salue Daniel Hersault et puis le fait que pendant 3 jours, c'est le grand temps de l'innovation en Outre-mer. Et nous allons d'ailleurs travailler avec les équipes de l'ADI, de la direction de l'investissement, sur un partenariat avec Outre-mer Networks. On en est très contents. On le voit également, l'actualité, que ce soit l'actualité entre la discussion de la COP ou l'actualité climatique ou la crise économique qui s'annonce et qui est en train peut-être de se durcir, renforce les enjeux pour les Outre-mer d'avoir des solutions. Donc souvent les Outre-mer sont vus avec leurs difficultés. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir le côté très positif des Outre-mer. Je sais que moi j'avais été très fortement impressionné, mais au sens fort du terme, par la qualité, lorsqu'il y avait la cérémonie de la remise des talents des Outre-mer, la qualité du potentiel des jeunes ultramarins, jeunes et moins jeunes. Et je pense que on a voulu mettre en exergue aujourd'hui aussi un certain nombre de solutions innovantes qui peuvent être portées par les Outre-mer et démontrer que l'innovation peut être un enjeu de développement économique pour ces territoires. Alors naturellement, c'est pas la Banque des territoires elle seule qui sur l'innovation. Déjà, elle ne peut qu'accompagner, qui est l'acteur qui va pouvoir tout faire. On va travailler. Tout à l'heure, on parlait, Blandine, d'écosystèmes, d'autres acteurs, que ce soit naturellement l'État, l'Europe avec ses crédits d'intervention, ses disponibilités, les collectivités locales. C'est également d'autres acteurs, même au sein du groupe Caisse des dépôts, naturellement la BPI, mais aussi des acteurs en Outre-mer comme l'AFD. C'est un ensemble d'acteurs qui peuvent accompagner donc ces différentes thématiques. Mais nous, et je pense que c'est ce que va traduire les différentes présentations, c'est pour ça qu'on a commencé avant à travers Daniel et la présentation de Startup Innovante, on va quand même montrer ce que peut faire la Banque des territoires et à la fois sa force et ses, j'allais dire, limite d'intervention, puisque notre angle est quand même particulier. Il est lié au développement territorial, au retour sur le territoire, et on a un acteur qui considère l'innovation sous l'angle territorial. Voilà, c'est une particularité pour qu'on comprenne bien, notamment au sein du groupe Caisse des dépôts entre BPI et nous, l'articulation sur l'innovation. On est dans un dispositif où la Banque des territoires a une logique, c'est son nom, je vais dire sa marque le traduit très très bien, c'est le retour territorial. Voilà, donc moi je ne serai pas plus long parce que je sais que c'est assez dense, les moments ont été là-dessus, mais je souhaite surtout que vous fassiez plaisir. Alors je tenais à nous excuser aussi pour l'horaire qui est un peu compliqué pour les ultramarins, du moins peut-être pas pour les réunionnais, pour d'autres. Il y aura naturellement un replay, on rediffusera pour éviter que tout le monde soit obligé de se lever très tôt, de se coucher très très tard. Voilà. Nous trouverons la séquence sur Outre-mer 360. Merci. Malheureusement, le directeur Outre-mer de la Banque des territoires, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, Monsieur Hervé Tonnerre, c'est cette fois-ci la séquence avec la direction des investissements, puisqu'on va parler de modalités d'intervention de la Banque des territoires en matière d'innovation. Pour ce faire, je vais appeler Olivier Lenot, qui est le directeur... Le directeur adjoint du département de l'innovation et des opérations à la direction de l'investissement de la Banque des territoires, et Linda Rebou, qui est la responsable d'investissement à impact à la direction de l'investissement de la Banque des territoires. Vous allez nous parler de thématiques relevant de vos axes prioritaires, les enjeux forts pour les Outre-mer, le TE, le numérique, les circuits courts, l'autonomie alimentaire. C'est à vous et bienvenue sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci et bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici. On travaille sur l'outre-mer depuis le début. Banque des territoires, on a souvent, et je dirais aussi l'idée qu'on va aller investir dans des grandes collectivités, les grandes métropoles. Mais en fait, c'est ce que je vais essayer de vous raconter sur le métier investisseur. On est partout, on est à la recherche de tous les projets. On a de la chance avec notre maillage territorial Banque des territoires, c'est d'être en prise directe avec une grande actualité qui se passe dans les Outre-mer. L'investissement, je vais tenter de le résumer parce que vous connaissez évidemment dans la Banque des territoires une activité dite de prêt, mais l'activité investisseur, elle est absolument considérable parce qu'on va être
aux côtés des acteurs privés, à côté des acteurs publics, au milieu des grands acteurs de l'économie mixte. Je cite évidemment cette catégorie, au service de notre stratégie pour aller investir dans des projets, dans des infrastructures, dans des entreprises également qui portent ces projets de développement territorial, des projets qui vont permettre la résilience écologique, l'investissement dans le numérique, les compétences, la transition énergétique et écologique, les nouvelles mobilités. On a un champ d'action qui est de toute façon extrêmement large. On a aussi, au-delà de toute cette stratégie d'accompagner les grandes transitions du pays, quelques focus via des programmes territoriaux. Les grands programmes territoriaux, ils sont tous présents en Outre-mer avec le programme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, avec le programme également Territoire d'industrie, comment réindustrialiser la France, contribuer à une plus grande souveraineté dans notre appareil productif, et également d'autres grands programmes qui sont liés à ceux des quartiers politiques de la ville. Donc ça nous donne des focus, ça nous donne quelques outils, ces programmes, pour investir plus, investir aussi avec des conditions d'investissement qu'on pourra juger particulières, qu'on pourra adapter avec un tout petit peu plus de facilité. Donc on a une grande modularité. Dans nos investissements, on n'investit jamais seul dans la prise de capital d'un projet, d'une infrastructure, d'une entreprise. On regarde, et c'est tout le travail, tout le job avec les directions régionales, avec les experts métiers ici au siège, l'ensemble des tenants et aboutissants d'un projet depuis son émergence, son expression dans ses conditions économiques, comment est-ce qu'il va tourner, quels sont les modèles prédictifs de chiffre d'affaires, de recettes, de dépenses, la rentabilité attendue, et puis investir avec d'autres, c'est investir aux mêmes conditions que les autres investisseurs, publics ou privés, pour déterminer les bons canaux dans lesquels on va continuer à être là. C'est la particularité Banque des Territoires, on ne prend pas simplement en direct des tickets et puis on s'en va. On est là pour être au cœur de la gouvernance de ces différents projets, en siégeant dans les projets, en suivant, en accompagnant à long terme l'ensemble de ces projets, quitte à les recapitaliser évidemment quand il faut, mais être réellement présent dans le bon cycle de développement. L'autre modalité d'investissement, là je vous ai parlé véritablement des investissements directs, on a des investissements intermédiaires, où on va investir dans des structures qui elles-mêmes vont investir en direct. Donc là, on sera moins en prise directe avec la gouvernance des projets, mais on va investir dans des fonds, par exemple, ou d'autres outils type foncière ou SEM d'aménagement, etc., qu'on peut considérer comme des investissements intermédiaires. Ça, ce sont les grands critères. Après, nos volumes d'intervention sont massifs. On est à la recherche de projets. Aujourd'hui, les deux grands enjeux, c'est évidemment sourcer et capter les bons projets, ceux qui ont besoin des financements, investisseurs en fonds propres, en quasi-fonds propres aussi, puisqu'on peut mixer ces deux outils. Et puis, la recherche, peut-être le point dur, la recherche, la présence, la mobilisation des co-investisseurs privés, puisqu'on ne va pas créer des sociétés publiques. C'est en tout cas pas la doctrine investisseur de la Banque des Territoires. Donc ce besoin d'identifier le plus tôt possible, réussir à embarquer, c'est un des rôles, c'est une des forces de cette marque Banque des Territoires, attirer des co-investisseurs privés dans le tour de table, et puis faciliter les deals et les faire le plus vite possible. Il y a des temps d'instruction, on fait rentrer en vivier, on instruit les projets, on engage le projet via un comité, le grand comité d'engagement de la maison, qui ensuite nous donne un feu vert pour signer, contractualiser l'ensemble des documents, verser les fonds et puis ensuite gérer, accompagner toute la vie sociale du projet. Donc un cycle long dans lequel on aime être dès le départ, et je crois que Linda va illustrer avec quelques exemples très prégnants
Merci Olivier, bonjour à tous. Linda Rebout, donc moi je suis dans une des directions de la grande direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Olivier l'a dit, on fait des investissements très importants en montant parce qu'on finance énormément d'infrastructures. L'équipe dont je fais partie va plutôt financer l'exploitation, donc des projets qui vont mettre un peu de vie, d'activité au sein de toutes ces infrastructures, et notamment en cherchant des projets à fort ancrage territorial et à fort impact sociaux, environnementaux et territoriaux. Et on va financer pour cela 2 types de structures, des structures de l'économie sociale et solidaire et des structures de l'économie mixte, les entreprises publiques locales qui en fait partagent des valeurs en commun, ce fameux ancrage territorial qu'évoquait aussi Hervé en introduction, qui est vraiment le socle de base pour que nous, Banque des Territoires, on puisse intervenir, mais aussi la gouvernance partagée, l'utilité sociale, l'intérêt général, et puis des modèles économiques qui vont vraiment rechercher à maximiser l'impact. Donc dans cette sous-direction de l'investissement qui s'appelle cohésion sociale et territoriale, on investit à peu près 200 millions d'euros par an sur les fonds propres de la Banque des Territoires, mais on est également opérateur de l'État pour le fameux PIA, Programme Investissement d'Avenir, qui a été renommé Programme France 2030, et je sais que Nada en dira quelques mots juste après. On a un peu plus de 800 millions d'euros de mandats actifs sous gestion sur ce fameux Programme France 2030. Et donc on intervient sur différents secteurs prioritaires, notamment l'inclusion numérique avec les maisons France Service. On travaille également sur l'éducation, la formation professionnelle, la santé, le médico-social, qui sont des enjeux évidemment majeurs, le développement économique local, donc tout ce qui va permettre au territoire de mieux se développer, et enfin la transition agricole et alimentaire des territoires. Et justement les 2 exemples que l'on va voir juste après pour illustrer en capsule vidéo relèvent de cette thématique, qui est une thématique en fait assez nouvelle pour la Banque des Territoires. Ça fait seulement quelques années qu'on se développe sur ce sujet, et on s'y développe parce qu'on a reçu un nombre très important de sollicitations des territoires qui voient bien que les enjeux agricoles, alimentaires sont particulièrement prégnants, importants, et peuvent être aussi le socle d'une transition qui va amener des impacts dans les territoires. Et donc moi je voudrais juste insister sur un concept qui est un peu la clé de ce que l'on fait nous à la direction de l'investissement, c'est le concept de résilience des territoires. Et je pense que pour les Outre-mer, c'est vraiment un enjeu fondamental. Comment un territoire peut réfléchir à être moins dépendant peut-être de matières premières, de denrées alimentaires qui viennent de très loin, qui coûtent de plus en plus cher. Comment un territoire peut regarder ses déchets et se dire finalement c'est peut-être une ressource, une matière première secondaire qu'on va pouvoir réutiliser. On va pouvoir aller vers du réemploi, du recyclage. Comment est-ce qu'on peut imaginer reconvertir des lieux qui sont aujourd'hui à l'abandon, des friches industrielles, pour en faire des tiers-lieux d'innovation sociale, des lieux où on va pouvoir se rencontrer différents types de populations, différents acteurs économiques. Comment est-ce qu'on peut favoriser des entreprises sur le territoire qui ont un impact environnemental fort, mais qui en plus vont essayer d'employer des personnes en insertion, de développer l'inclusion sociale. Tous ces enjeux-là, c'est exactement les thématiques sur lesquelles on investit, et le point commun, c'est vraiment de favoriser la résilience des territoires, c'est-à-dire à la fois une plus grande résistance face à des crises qu'on connaît, qui sont de plus en plus nombreuses malheureusement et de plus en plus imprévisibles, et puis tout simplement consolider, fédérer les acteurs du territoire autour d'un projet commun, et également reterritorialiser les richesses créées, le développement économique pour qu'il bénéficie au mieux aux habitants du territoire. Donc c'est vraiment autour de ces concepts qu'on travaille et qu'on intervient. Et donc, cela va nous conduire à intervenir, investir sur des sujets comme la transition agricole et alimentaire, mais aussi évidemment l'économie circulaire, les tiers-lieux, l'inclusion par l'emploi. Et donc, on va financer en fait un grand nombre de petits projets, mais qui ont beaucoup d'impact. Donc, ce ne sera pas forcément des investissements très importants en montant, surtout si l'on compare à ce que peut faire la Banque des Territoires sur les infrastructures notamment, où ça se compte en dizaines, voire centaines de millions d'euros. Mais les petits projets que l'on va pouvoir soutenir ont un très fort impact dans les territoires. Et pour cela, on a évidemment cette capacité à investir dans les projets, mais aussi en amont, la Banque des Territoires accompagne les collectivités dans leur réflexion amont. Donc il y a tout un volet accompagnement amont des collectivités via de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir financer des études, des cabinets de conseil qui vont aider les collectivités notamment à faire mûrir leurs réflexions. Je pense notamment aux démarches de projets alimentaires territoriaux qui sont en forte expansion à l'heure actuelle.
on a cette capacité à aider les collectivités dans leur réflexion pour que cela puisse ensuite déboucher sur des projets concrets dans lesquels la Banque des Territoires va pouvoir investir. Donc c'est vraiment cette offre intégrée en fait depuis l'accompagnement amont, puis l'aide à la maturation des projets, encore une fois avec de l'ingénierie, puis l'investissement que réalise la Banque des Territoires qui a, je pense, une valeur pour les collectivités, pour les territoires afin de développer des projets. Et donc si je fais un focus sur ces enjeux de transition agricole et alimentaire, puisque c'est les deux exemples qui vont être présentés juste après, on a justement une intervention sous forme d'investissement, mais aussi un mandat de l'État dans le cadre du programme France 2030 pour financer des projets de démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires. Donc on peut intervenir soit sous forme de subvention avec cette poche France 2030, soit sous forme d'investissement avec les fonds propres de la Caisse des dépôts. On a 23 millions d'euros d'investissement dans un AMI, un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Accélérer la transition alimentaire. Et on le verra, le projet de Saint-Pierre-et-Miquelon a justement pu bénéficier d'une ingénierie dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. On ne l'a pas encore financé, on n'a pas encore investi dans le projet, mais on a déjà commencé à l'accompagner pour lui permettre justement de mûrir, de préciser certaines dimensions juridiques, économiques, le business plan. Et on va pouvoir couvrir un petit peu toute la chaîne de valeur sur la transition agricole et alimentaire, depuis les enjeux de production, donc favoriser la reterritorialisation de l'alimentation, les productions locales, favoriser la constitution de filières locales, souvent sur des produits locaux, notamment dans les Outre-mer, qui ont une vraie valeur ajoutée, favoriser également des projets intégrés où on va transformer ces matières premières, puisque c'est aussi comme ça qu'on crée de la valeur sur le territoire et on crée de l'emploi, mais on va aussi pouvoir s'intéresser à des projets de consommation responsable, de circuits courts, de restauration collective, comment remettre des produits locaux, des produits de qualité dans la restauration collective avec tous les impacts bénéfiques que l'on peut imaginer. Et on va aussi pouvoir travailler sur les sujets de lutte contre le gaspillage alimentaire, d'économie circulaire ou encore d'agriculture urbaine. Donc on peut vraiment couvrir toute la chaîne de valeur, de la production à la transformation, puis la distribution. Et on peut même investir aussi dans des projets de tiers-lieux nourriciers, par exemple, qui remettent aussi les enjeux d'alimentation et d'éducation à l'alimentation au cœur du débat. Voilà, donc les deux exemples qu'on va voir, j'en dis pas plus, mais Yanawassai en Guyane et la Dauphinette à Saint-Pierre-et-Miquelon illustrent bien ce que l'on peut accompagner puis financer comme projet sur ces enjeux de transition agricole et alimentaire. Je vais m'arrêter là, mais Olivier l'a dit, on est un investisseur de long terme. On recherche évidemment à attirer d'autres investisseurs à impact avec nous et on va être particulièrement exigeant sur la mesure de cet impact et le suivi dans le temps. On peut rester longtemps au capital, on peut accompagner sur une durée très longue un projet. En revanche, on sera très attentif à maximiser l'impact social, environnemental et territorial des projets dans lesquels on investit. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Madame Reboux. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Notez bien, favoriser la résilience des territoires, c'est ce que vous avez dit. D'ailleurs, Daniel Yerso n'a pas arrêté d'acquiescer à vos propos et aux objectifs d'accompagnement de la Banque des Territoires. Je vous invite à regagner vos places. Bien, merci beaucoup. Et pour illustrer vos propos, vous avez parlé aussi de PIA, c'est ce que nous allons voir avant les deux exemples que vous avez cités avec Madame Nada Villermain-Lecollier. Merci de l'accueillir chaleureusement, qui va vous parler plus de ce programme d'investissement PIA dont vous avez entendu parler longuement. C'est à vous. Merci, Madame. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler des investissements de la Banque des Territoires pour le compte de l'État. Donc, merci de votre présence nombreux ce matin et je salue le public qui est en ligne également. Parmi eux, des amis et des collègues dans les Outre-mer. Donc, voilà, depuis 10 ans maintenant, l'État consacre un effort très important dans l'investissement dans des projets structurants et transformant l'économie. Cet effort, en fait, il est de l'ordre de... Il dépasse les 100 milliards d'euros depuis 10 ans. Et il s'ajoute aux actions des ministères qui sont élaborées dans le cadre de l'exercice budgétaire habituel des ministères. Donc, il ne se substitue pas, il s'ajoute, et ce n'est pas un plan de relance, c'est vraiment des fonds qui doivent être investis dans des projets innovants et structurants pour l'économie.
Alors l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de hisser la France au premier rang des pays où il fait bon vivre. L'objectif est de stimuler une croissance durable, respectueuse de l'environnement et également créatrice d'emplois. C'est les compétences, l'emploi, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et ce programme-là, comme vous le savez, depuis 10 ans, il est piloté par le secrétariat général à l'investissement qui est dirigé aujourd'hui par Bruno Bonnel. Donc voilà un tout petit peu le contexte, en lien évidemment avec les ministères. Depuis 10 ans, la Banque des territoires accompagne l'État dans ces chantiers. Alors, elle les accompagne en fait pour repérer les projets, les accompagner et puis sélectionner les meilleurs via des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets. C'est notre mode opératoire lorsqu'on gère pour l'État, c'est notre mode opératoire principal. Des 110 milliards d'euros donc investis par l'État, l'État nous a confié une quinzaine de milliards d'euros pour les piloter, les gérer et, comme je vous ai dit, pour les investir dans des projets structurants. Donc, parmi ces 15 aujourd'hui, donc je vous fais un tout petit peu un état des lieux avec quelques chiffres, pardonnez-moi, mais ça ne sera pas très très compliqué. Parmi ces 15 milliards, on a déjà engagé, la Banque des territoires a déjà engagé environ 9 milliards, donc qui sont déjà fléchés vers des projets sélectionnés, repérés, accompagnés, etc. Donc, ils sont déjà fléchés, c'est-à-dire soit investis, soit en cours d'investissement vers ces projets. On parle de probablement autour de 4000 projets déjà dans lesquels on a investi. Donc, 9 milliards, dont, et c'est le chiffre, je pense, que vous attendez, dont 250 millions investis dans les territoires des Outre-mer. Alors, dans l'ensemble des territoires, on tient vraiment à ce que tous les appels à projets soient adressés aux grandes métropoles, partout en France, en métropole et dans les territoires ultramarins, et également sur les zones rurales. Donc, alors, donc je l'ai dit, hein, tout ça fait l'objet de procédures rigoureuses de sélection. Ça s'appuie sur des experts comme des experts dans l'équipe d'Olivier Lenaud ou Linda Rebout qu'on vient d'écouter aujourd'hui. Donc des experts sectoriels qui sont à la Banque des territoires et avec l'appui de nos directions régionales qui connaissent très bien leurs écosystèmes et qui nous aident au repérage, à la mobilisation des porteurs de projets et à leur accompagnement. Donc, alors revenons aux Outre-mer. Donc les 250 millions d'euros investis. Alors, ça représente environ 120 projets à peu près. Et ce sont des investissements en fait, majoritairement, disons, oui, c'est pratiquement la moitié de cette enveloppe investie dans le très haut débit, le très haut débit, les usages numériques, mais pas que. On a vu un grand succès dans les territoires outre-mer et qui est vraiment là, du coup, partagé sur tous les territoires parce que d'abord, pardonnez-moi, on parle des territoires outre-mer, mais chaque territoire est tellement spécifique qu'il faut vraiment le prendre territoire par territoire. Mais là, ce que je vous dis s'applique à tout le monde. Donc, avec l'engouement pour tout ce qui est formation et remobilisation des personnes éloignées de l'emploi, des jeunes, des moins jeunes, et les insérer dans une activité, qu'elle soit une activité entrepreneuriale ou bien une activité salariale, peu importe, mais en tout cas, ne pas les laisser pour compte et puis les remobiliser vers l'emploi. Donc, la formation, l'insertion, les territoires d'innovation, vous l'avez vu avec 2 projets de grande envergure à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie.
également les territoires d'innovation pédagogique, Ville de demain, et aussi le plan d'innovation dans les Outre-mer, le fameux appel à projet PIOM, donc la Banque des territoires gère, qui est de l'ordre de 16 millions d'euros. Alors je vais m'arrêter un tout petit peu sur ce PIOM, parce que c'est une initiative vraiment cousu main, dédiée à 100% au territoire des Outre-mer. C'est très rare en fait, c'est très rare d'avoir... en dehors du France 2030 régionalisé, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est très rare de voir nous voir lancer un appel à projet spécifique à des territoires. Donc c'est le cas pour le plan d'innovation Outre-mer. Et il vise finalement à démontrer le potentiel extraordinaire d'innovation dans ces pays. C'est ça qu'on veut démontrer, et on veut également démontrer via cet appel à projet la capacité des porteurs de projets à se réunir entre eux, à former des écosystèmes d'innovation performantes, à aller chercher des financements privés également, et à finalement construire des projets robustes répondant à un besoin d'innovation sur ces territoires. Il a été développé évidemment avec le secrétariat général de l'investissement à l'investissement, le ministère des Outre-mer que je salue, ainsi que la direction des finances avec la DGE, et évidemment qui parle de recherche d'innovation. On va retrouver le MESRI, donc le ministère de l'Enseignement et de la Recherche et de l'Innovation. Donc voilà, et sa particularité, en tout cas son atout, ce programme-là, PIOM, c'est qu'il a été fait en deux phases. Il a été fait en deux phases puisqu'il y avait une première phase, donc un AMI qui vise à rétribuer des crédits d'ingénierie, 100 000 euros par ticket, si j'ose dire, en tout cas par projet, 100 000 euros d'ingénierie par projet pour accomplir le projet, le rendre plus robuste, choisir la bonne gouvernance qui va avec, et après venir dans une deuxième phase d'appel à projet qui est beaucoup plus élaborée, évidemment, où là, il nous présente le consortium, il nous présente les engagements de financement, et il nous présente surtout également l'accord ou l'avis du préfet de la région, en tout cas, qui s'intéresse naturellement beaucoup à ces projets-là et à qui on demande l'avis. Donc merci à toutes les préfectures qui ont joué le jeu. C'est un énorme travail en fait de collecter ces projets-là et de voir et mettre un avis là-dessus. Avis qui est normalement également dans la candidature, qui compte, je dirais, qui compte même beaucoup dans l'éligibilité. À l'issue donc de la phase d'AMI, là je dévoile pas de secret parce qu'il ne faut pas que j'aille trop loin puisque les projets sont en train d'être instruits en ce moment. Donc, à l'issue de la page d'AMI, ça c'est le passé, donc je peux en parler. Il y a eu 13 lauréats qui ont eu droit à ces crédits d'ingénierie. Et ces 13 lauréats, on a été vraiment très agréablement surpris de les voir frapper au guichet de l'appel à projet. Donc, on est très, très, très heureux de les accompagner, on espère, jusqu'au bout. Mais il y a eu aussi d'autres projets qu'on n'a pas accompagnés qui se sont intéressés à l'appel à projet et qui sont venus. Donc, je m'arrête là parce que, comme je vous dis, en ce moment, donc, tous ces projets sont en train d'être instruits. Le calendrier est le suivant. Donc, instruction, puis audition novembre-décembre, puis consolidation, délibération, etc. en janvier, et hopefully en février on aura les résultats avec on aura les résultats qui seront publics. Alors parmi les projets, donc l'innovation porte sur l'alimentation durable. Plusieurs projets ont choisi cette thématique sur le bâti tropical, sur l'inclusion sociale et l'éducation. Là, on retrouve l'éducation et la formation, et sur les plateformes de valorisation de la biodiversité et des bioressources.
Voilà, en gros, en fait, les thématiques qui ont été plébiscitées par les acteurs en Outre-mer. Alors, tous les territoires sont là et avec une majorité, bon, à La Réunion, ça, on l'attendait et tant mieux, je dirais. La quantité fera également la qualité à la Réunion. Donc voilà, on espère vraiment beaucoup vous annoncer en février de bonnes nouvelles sur cet appel à projet. Alors, il y a, avant de peut-être passer la parole à la deuxième séquence et aux capsules, j'aimerais quand même faire passer un message aujourd'hui à vous et à ces territoires. Les dispositifs d'investissement sont là, que ça soit dans le cadre de France 2030 ou dans le cadre de France 2030 régionalisé. Alors, vous savez, d'ailleurs, j'ai lu hier dans la presse, grâce à Hervé, que la Nouvelle-Calédonie a signé une convention avec l'État, donc permettant à la Nouvelle-Calédonie d'entrer dans le dispositif régionalisé. Pourquoi s'en priver ? Parce que dans ce dispositif, en fait, pour chaque euro investi par la région dans un projet, le France 2030 investira 1 euro aussi. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple, pour pousser les territoires qui ne sont pas encore allés à y aller, je sais qu'il y en a qui sont en réflexion et qui sont avancés, comme la Guadeloupe, la Réunion également. Donc j'espère aller jusqu'au bout de cette démarche. Et donc, en métropole, 12 régions sur 13 aujourd'hui sont dans ce dispositif. Donc le dispositif, en fait, on le gère avec BPI France. Il est réparti sur quatre axes. Donc il y a l'aide à la création de nouvelles formations pour justement répondre aux besoins des entreprises en matière d'emplois nouveaux. Il y a les aides à l'innovation, les concours d'innovation à destination des startups et des PME et le soutien aux projets structurants de recherche et développement dans tous les secteurs et filières industrielles. Donc, la Banque des territoires gère la partie formation et BPI France gère les 3 axes que je viens de mentionner. Donc, il faut vraiment que les régions signent cette convention et après, les opérateurs s'occupent de tout, c'est-à-dire on gère les appels à projets, on sélectionne les projets et la gouvernance décisionnaire, là, dans ce cas de figure précis, ce sont les régions et les préfets de région. Donc voilà, donc la gouvernance, elle est dans la main finalement des régions et c'est très normal puisque la région est une grosse partie prenante des fonds investis. Donc, en fait, utiliser ces dispositifs. Il faut vraiment utiliser ces dispositifs, que ça soit donc France 2030, pardonnez-moi, régionalisé, ou France 2030 national. C'est pas parce que c'est national que les projets peuvent pas être régionaux ou interrégionaux. Il faut juste qu'ils soient de bonne envergure, la bonne taille. Donc voilà, donc je pense qu'il est vraiment urgent que nous tous, nous unissons nos efforts pour pousser, pour que les choses évoluent dans le bon sens et pousser justement tous les territoires et les porteurs de projets en Outre-mer d'adhérer à ces dispositifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et pour parler en images, vous l'avez rappelé, ce sont des dispositifs en sus de ce qui existe déjà. Les projets que nous allons voir tout de suite en capsule ont bénéficié bien sûr du plan Florence Relance et du PIA. Nous allons voir le projet de transformation agroalimentaire Yanawassai en Guyane, en suivi du projet de transition alimentaire La Dauphinette à Saint-Pierre-avec-Miquelon. Ce premier projet a été mis en place par Dave Drelin. C'est à vous. Bonjour, je suis Dave Drelin, président fondateur de la société Yanawassai, qui est basée en Guyane française et qui est une société de transformation agroalimentaire. Outre d'être une société de transformation agroalimentaire, Yanawassai, c'est aussi un projet de structuration d'une filière, qui est la filière Wassai, qui est également connue sous le nom de Bedassai et qui est un fruit endémique au plateau amazonien. Pas uniquement à la Guyane, mais au plateau amazonien. On le retrouve aussi bien en Guyane qu'au Brésil, qu'au Suriname, qui est juste à côté. L'idée pour nous, ça a été de monter une usine de transformation capable de valoriser des produits de chez nous.
Donc nous avons misé sur le Wassai, mais pas que. Nous avons misé également sur l'Awara, sur le Kukwasu et sur le Camu Camu. L'idée, ça a été d'associer ces 4 fruits de façon à permettre de monter un outil de transformation qui soit viable. Pourquoi? Parce que nous sommes sur des fruits saisonniers, donc il nous a fallu trouver une combinaison pour que les 4 fruits puissent se compléter les uns les autres de façon à ce que l'usine puisse tourner le plus longtemps possible. Donc c'est un projet qui a coûté un peu moins de 9 millions d'euros avec un accompagnement de la Caisse des dépôts en quasi-fonds propres. C'est un projet de valorisation de produits endémiques à chez nous, ça je l'ai dit, mais qu'on essaie de transformer pour aller vers du zéro déchet. C'est-à-dire que l'intégralité des fruits qui rentreront dans l'usine vont être valorisés sur différentes filières. Ça va être le cas de la filière agroalimentaire, de la filière cosmétique, mais également de la nutraceutique, tout ce qui est complément alimentaire. Nous produirons des pulpes fraîches, surgelées, des poudres, mais également des huiles. Quand je vous parlais du zéro déchet, c'est-à-dire que nous rentrons le fruit, la pulpe en est extraite, le noyau, nous allons récupérer 10% de 10 à 15% de ces noyaux pour pouvoir alimenter un chauffe-eau biomasse que nous avons, qui lui va nous générer de la vapeur nécessaire à faire fonctionner l'usine. Ensuite, le reste de ces déchets-là va être valorisé vers des filières de commercialisation diverses, de la cosmétique, des écomatériaux, mais également en intrants pour de nouvelles fabrications agricoles, de nouvelles productions agricoles plutôt. Donc nous essayons de valoriser tous ces fruits au maximum. Ce sont des filières qui vont générer, donc en direct dans l'usine, nous misons à court terme sur entre 40 et 60 salariés, mais en indirect, nous générerons entre 200 et 400 emplois en fonction de la montée en charge des filières, en fonction des superficies qui vont être dédiées à ces activités-là. Nous sommes sur un modèle d'économie circulaire que nous voulons assez prononcé, c'est-à-dire par exemple que nous allons récupérer des contenants qui sont générés par d'autres filières de façon à les intégrer dans notre usine, les utiliser. Alors généralement, ce sont des contenants qui sont importés plein. Ça va être l'exemple de la pulpe de fruits qui ne sont pas produits en Guyane. Certains industriels de Guyane les importent. Nous récupérons ces contenants, nous les reconditionnons pour les exporter. Ça nous évite également d'importer de l'air, puisque très souvent les contenants, nous les importons, mais on importe de l'air. Donc nous sommes sur un système que nous voulons assez vertueux de valorisation de nos ressources locales et d'économie circulaire. Donc voilà, c'était le projet de Dave Drelin que vous pouvez applaudir, bien évidemment. Je rappelle, il a bénéficié non seulement du PIA, du plan de relance et de plusieurs aides. Il a inauguré ses locaux il y a quelques semaines en Guyane, des locaux flambant neufs. Donc vous voyez, le PIA fonctionne. Place maintenant au projet de transition alimentaire, la Dauphinette à Saint-Pierre-et-Miquelon, de monsieur Pierrick Bukosva, pardon. Alors bonjour, moi c'est Pierrick Buskova, donc de la Dauphinette à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, donc pour vous expliquer en cours le projet qui est quasiment plus un projet, puisque là on arrive au final du dossier avec la Banque des Territoires et puis nos autres partenaires. Donc voilà, la Dauphinette, c'est un projet à l'origine qui est parti d'une idée avec moi et Monsieur Rioux. Donc on travaille au restaurant La Mayonnaise qui appartient à Monsieur Rioux, et donc ça fait 20 ans, un petit peu plus, qu'on est sur l'archipel. Et donc on a l'habitude de travailler les produits locaux, de voir un petit peu les goûts de tout le monde. Et on a remarqué que depuis déjà de nombreuses années, les produits locaux tels le homard, le crabe des neiges, voilà, la morue, la coquille Saint-Jacques, n'étaient pas utilisés, enfin, n'étaient pas
consommés ou transformés à leur juste valeur. Et non seulement ça, en plus, il y avait des parties de ces produits-là qui étaient tout bonnement jetées et pas utilisées du tout, comme le corail de la coquille, voilà, ce genre de produits-là. Donc, on a eu l'idée avec Hervé de monter un petit traiteur en parallèle du restaurant et de monter la société La Dauphinette. Et chemin faisant, avec les projets, notre technicienne de la CACIMA nous a donné le dossier, donc l'appel a émis l'appel à la transition alimentaire de la Banque des Territoires. Donc on s'est dit, bah oui, pourquoi pas, on va remplir le dossier, on va bien voir ce que ça donne. Et plus on a rempli le dossier, et là on a matché sur tout le cahier des charges et on a eu l'heureuse surprise d'avoir été sélectionné parmi les 9 lauréats du territoire. Donc nous, on a été très surpris de ça, mais super heureux. Et donc en fait, ça nous a débloqué plein de choses parce qu'on avait d'autres projets, mais qu'on ne pouvait pas mettre en place. Et donc, de ce fait, on a pu étoffer notre projet. Donc maintenant, c'est arrivé au stade où on a réussi à mettre en place avec les pêcheurs locaux une petite coopérative, c'est-à-dire qu'on les a fédérés pour pouvoir déjà avoir la matière première à travailler, telle le crabe de neige, le homard, la coquille Saint-Jacques, le bulot et d'autres produits. Et donc le but, c'est qu'on a maintenant une machine à décarcasser les crustacés, c'est-à-dire le homard et le crabe accru. Cette machine-là, elle est mise dans une usine qui existe déjà, c'est les Pêcheurs du Nord. Donc l'infrastructure est déjà sur place. Les bateaux viennent livrer à cette usine-là et on travaille la matière première avec cette machine-ci. C'est-à-dire que nous, on rentre le crabe ou le homard d'un côté de la machine et de l'autre côté, vous avez le homard qui est décarcassé à cru. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus avantageux, par exemple, pour les ventes en restauration avec de la chair crue. C'est-à-dire que le restaurateur va pouvoir le cuisiner comme il veut. Vous voyez ? Donc, de l'autre côté de la machine, c'est l'usine Pêcheurs du Nord qui va s'occuper du faire le décarcassage, le conditionnement, et comment dire, la surgélation des produits qui sortent de cette machine-là. D'un autre côté, en parallèle, la Dauphinette, là, au départ du projet, on devait construire un bâtiment, c'est-à-dire un laboratoire de mise en conserve de A à Z. Et le projet avançant, on a eu une proposition de Monsieur Gauthier, donc, qui tient la ferme de l'Ouest à Miquelon. Donc, il fait de l'élevage de canards, il fait le foie gras, magret, etc. Enfin, tous les produits de la ferme, qui nous a proposé de faire le rachat de sa ferme. Et pour nous, ça tombait très bien parce que le projet de construction devenait, on va dire, pharaonique. Donc, on connaissait le laboratoire de Monsieur Gauthier, on est allé visiter et c'était tout ce qu'il nous fallait. C'est-à-dire que le laboratoire est déjà en place, il tourne déjà depuis 26 ans maintenant, mais vous rentrez dans ce laboratoire, c'est comme s'il avait 3 mois d'existence, c'est comme neuf. Et la ferme de l'Ouest, c'est le fer de lance économique de l'archipel. C'est-à-dire que M. Gauthier, ça fait déjà un petit moment qu'il essayait de faire la transmission de cette affaire-là. Et nous, ça tombe bien, puisque son laboratoire a les agréments poissons, a les agréments viande, tout le matériel est là. Donc nous, de notre côté, ça nous a permis de pouvoir améliorer ce laboratoire qui est déjà au top avec certaines machines, pouvoir doubler nos matériel, voilà. Donc nous allons sortir, on garde la ferme de l'Ouest avec le canard. On a quelqu'un qui va s'occuper de l'élevage du canard. Et nous, de notre côté, sur l'activité de la ferme, on va faire toujours les magrets, etc. Mais le laboratoire, on va pouvoir le faire tourner à l'année, parce que M. Gauthier, actuellement, ne le fait tourner que 3-4 mois dans l'année sur les saisons de canard d'abattage. Donc là, nous, le laboratoire va pouvoir nous servir à faire du côté traiteur pour l'archipel, tous les produits de la mer, le canard, etc. Mais en parallèle, on a aussi la machine à décarcasser qui tourne en bas à l'usine. Et là, nous, ce qui se passe avec Pêcheurs du Nord, c'est tout ce qui va sortir de cette machine-là, c'est l'usine Pêcheurs du Nord qui prend toute la matière et qui la gère de leur côté. Nous, on va récupérer à la Dauphinette que la partie qu'il va nous falloir
pour pouvoir faire les boîtes de conserve de crabes des neiges en saumure, etc. Et on va traiter tout ce produit-là au laboratoire là-haut à la conserverie. Voilà en gros le fonctionnement de la Dauphinette. Donc ce projet-là, ce qui est formidable, c'est qu'il fédère quasiment, c'est même pas quasiment, c'est tout le tissu économique de Miquelon, c'est-à-dire que les légumes que l'on va utiliser pour faire nos bisques de homard, par exemple, c'est Flora Décor, donc le maraîcher de Miquelon, qui nous a déjà réservé 800 mètres carrés de terrain pour pouvoir faire les cultures qui vont servir à faire donc les bisques, les potages de légumes, etc. Donc on a les pêcheurs de Miquelon aussi, donc qui ont déjà signé l'accord pour pouvoir travailler avec nous. Pêcheurs du Nord qui nous met à disposition, comment dire, une partie de leur infrastructure de l'usine pour pouvoir poser la machine à décarcasser. Et donc aussi, on va jouer avec les saisons et le personnel, c'est-à-dire que l'hiver, à la Pêcheurs du Nord, le personnel ne travaille pas. C'est la saison morte au niveau du poisson, mais nous, à la conserverie, justement, on a la saison pleine pour mettre en boîte, pour faire les recettes, etc. Donc, on va avoir des dispositions entre Pêcheurs du Nord et la Dauphinette pour le personnel aussi. Voilà, c'est tout un... Depuis que le projet La Dauphinette a été mis en route, il y a tout un tissu qui s'est greffé autour et qui fédère même de nouveaux projets. Il y a quelqu'un qui veut commencer à se lancer dans les escargots. Il y a un élevage de brebis et de cochons qui se monte. Là, ils sont en train de monter le bâtiment. Voilà. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur et on voit que là, tout le monde nous suit, aussi bien le conseil territorial que la préfecture. C'est vraiment le projet qui va peut-être redonner un coup de boost à Miquelon et puis à l'archipel aussi. Voilà. Voilà, on peut l'applaudir chaleureusement. Vous l'avez vu, hein, ces deux projets. Vous l'avez vu, ces deux projets favorisent l'ensemble de l'écosystème du territoire, de la chaîne de production à la chaîne. Je pense que ça vous a donné un petit peu faim, mais on va arriver au passage, au passage que vous attendez tous avec Daniel Yerso, que je ne présente plus. Nous allons voir maintenant Daniel. Merci de me rejoindre sous les applaudissements du public. C'est Monsieur Innovation, comme j'ai l'habitude de le rappeler. Je pense que si vous ne le connaissez pas dans le domaine de l'innovation, c'est que vous avez définitivement un problème, n'est-ce pas Daniel? Et sera suivi, voilà, c'est des propos qui n'engagent que moi et je pense que Monsieur Hervé Tonnerre les approuve, n'est-ce pas Monsieur Tonnerre? Ils seront suivis de pitch de start-up qui ont aussi, comment dirais-je, qui ont explosé grâce à ton aide, puisque tu as fait beaucoup depuis de nombreuses années pour ces start-up dans les Outre-mer et dans l'Hexagone. Donc c'est à toi pour expliquer les missions de Outre-mer Network et tout ce que tu fais au-delà des territoires. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Hervé et à toute l'équipe de la Banque des Territoires pour votre accueil. Je vais faire très court parce que ce qui est important, c'est les startups, c'est pas Daniel Yerso. On fait trois choses. On est né à quelques encablures d'ici, de l'autre côté de la Seine. Depuis 2009, on fait trois choses. On essaye de véhiculer un esprit entrepreneurial dans la jeune génération. On essaye de faire rimer innovation et outre-mer à des gens qui ne connaissent pas les outre-mer. Et vous nous connaissez certainement pour avoir mis en place un certain nombre d'événements, d'incentives, de rencontres avec des grands groupes et des fonds d'investissement. Donc on est l'un des programmes de la fameuse station F à Paris. On est des connecteurs et des bâtisseurs de ponts. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est ravis encore une fois de l'accueil de la Banque des Territoires pour essayer de créer des ponts entre des écosystèmes que vous ne connaissez pas ou peu. Et on trouve que c'est plus simple pour vous d'avoir accès directement aux responsables en charge plutôt que de vous expliquer comment fonctionnent les appels à projets de la Banque des Territoires. Je vais laisser la place tout de suite aux startups pour aller vite. Il y a un énorme concours qui s'appelle Innovation Outre-mer. C'est 25 millions d'euros de levée en 6 ans. C'est très peu par rapport à tous les copains incubateurs, accélérateurs de la place au national, mais en Outre-mer, en tant que structure privée, je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent. Aujourd'hui, on a monté notre propre microfonds qui s'appelle Tremplin Capital. Donc, dès cet après-midi, un certain nombre d'entre vous vont avoir des office hours en one-to-one avec eux. Et bien sûr, l'objectif, c'est de renforcer ce dynamisme, à la fois sur l'investissement, pour les boîtes qui sont en train de scaler, peut-être avec des solutions de financement sur les appels à projets Banque des Territoires ou même
écosystème en equity. Et donc ça va se travailler dans le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une première journée pour vous permettre de mettre le pied dans cet écosystème qui est à travailler. Et nous en sommes ravis. Place aux startups. Place aux startups. Première, Vigile Warou, qui nous vient de La Réunion, qui est fondateur de Croada, qui explose aux États-Unis, je n'en dis pas plus, il va le dire, mais également qui fait de nombreuses applications pour les collectivités d'outre-mer, entre autres sans faire de promotion, la ville de Saint-Denis, la ville du Port, je crois, et bien d'autres. C'est à vous, Virgile, bienvenue. Merci, ça marche. Ok. Bonjour, merci pour cet accueil et très content d'être là aujourd'hui. Je me présente, donc je suis Vigile Warou. Dans une autre vie, j'ai été docteur en psychologie et chercheur en intelligence artificielle, spécialiste de la donnée, du traitement de la donnée. Je suis le cofondateur de Croada, j'en suis son CEO et son CTO. Croada, c'est un cloud no-code pour les communautés. Il faut nous imaginer comme un AWS qui donne aux gens qui ont besoin d'applications et de sites web des outils no-code pour des non-développeurs. Donc voilà, on est un AWS avec des applications et des sites web qui marchent déjà. Nous sommes spécialisés dans le domaine des communautés. Donc, communauté à la base du divertissement. La Fédération française de baseball utilise notre technologie pour son application, pour son application Baseball TV France. Donc, tous les week-ends, ils retransmettent leurs matchs de D1 en direct sur leur plateforme, et tout ça sans code et sans développeur de leur côté. On est aussi, donc oui, sur la partie américaine, on a eu là une mention dans un local news de NBC cet été, du fait d'une application pour le premier champion de course automobile noir, à qui d'ailleurs la NASCAR avait volé son titre. Le titre lui a été remis à titre posthume l'année dernière, donc Wendell Scott. Et Croada donc fournit l'application de Wendell Scott Legacy. Nous avons eu en fait, venant des communautés et des communautés du divertissement, des communautés citoyennes, nous avons fait un pas un peu du fait du Covid, comme tout le monde, ça a eu des impacts sur notre business. Nous avons fait un pas vers le développement économique. Et aujourd'hui, nous avons à La Réunion donc différents clients qui ont bénéficié des dispositifs Cœur de Ville et des dispositifs Banque des Territoires, où en fait Croada est arrivé, et la dame de tout à l'heure avait évoqué la question de communauté résiliente. Nous sommes arrivés en fait dans le contexte du développement économique avec une approche sociale, humaine, communautaire. Et aujourd'hui, nous leur avons proposé en fait un dispositif dans lequel vous avez d'une part le développement économique et d'autre part le développement social. Nous sommes arrivés avec un package dans lequel il y a une application communautaire où on peut apprendre que Jean-Louis a gagné la coupe de pétanque, que le prochain match de handball ou de la ville va se développer à tel endroit, et tout ça qui interagit avec une plateforme, une place de marché locale, donc un Amazon, dans lequel aujourd'hui sur la ville de Saint-Joseph, si vous tapez, bon, c'est pas encore, c'est en prod, ils ne l'ont pas encore annoncé, mais si vous allez sur otsaintjo.re, vous allez pouvoir acheter du curcuma des producteurs des Hauts-de-Saint-Joseph. Certains, s'ils l'ont validé, pourront vous le faire livrer directement sur les plateformes de livraison, même aujourd'hui ici à Paris. Donc voilà, nous on est dans le no-code pour les non-communautés, pour les non-développeurs, pour les gens qui ont des communautés, à la fois dans le développement économique, mais dans son développement communautaire. Donc quand on parle de communauté résiliente, on ne peut pas développer un territoire sans le développement social, on ne peut pas développer un territoire sans le développement économique. J'ai été acteur de terrain, quand on est politique de droite, on parle d'abord du développement économique, quand on est politique de gauche, on parle d'abord du développement social. En réalité, on fait les deux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et bien sûr, Vigile le fait en toute modestie, il a eu de nombreux prix, je ne vais pas les citer, il faut juste les lire sur Outremer 360. Le prochain, je vais appeler Ez Eldin Amir, j'espère que je ne prononce pas mal son nom. Il est responsable administratif et financier d'Emerwall, c'est une société qui est basée en Martinique, c'est ça? Et donc, oui, c'est à vous, avec le micro, bien sûr, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Donc bonjour, bon c'est moi, c'est pas mon associé qui va présenter, mais c'est plutôt... C'est l'argent, voilà. Voilà, le discours sera le même. Alors je m'appelle Frigo Louis, je suis cofondateur d'Emerwall, qui est une entreprise de fabrication et commercialisation de panneaux d'isolation biosourcés à base de bagasse de canne à sucre. Donc déjà, qu'est-ce que la bagasse de canne à sucre? Ça va être la partie fibreuse de la canne que l'on va récupérer après l'extraction des jus.
Pour vous donner un petit ordre d'idée, aujourd'hui, Emerald récupère la bagasse auprès d'acteurs locaux tels que les distilleries. Et c'est une matière qui est produite à hauteur de 550 millions de tonnes par an à travers le monde. Désolé. Et donc, cette matière aujourd'hui est très faiblement revalorisée, généralement en énergie ou en engrais. Donc Emerald va récupérer cette bagasse de canne à sucre. On va y appliquer un process industriel que l'on a développé spécialement pour la fabrication de panneaux d'isolation thermique phonique pour les acteurs du BTP. Donc aujourd'hui, le BTP, c'est 25% des émissions mondiales de CO2. Et donc, sachant cela, il y a le gouvernement et les grands acteurs du BTP qui poussent de plus en plus à l'utilisation de matériaux biosourcés, de matériaux éco-responsables pour la rénovation des bâtiments, pour la construction de nouveaux bâtiments. À savoir aussi que le gouvernement a mis des objectifs très ambitieux de réduction de la consommation d'énergie de 28% d'ici 2030 et la rénovation de 500 000 logements par an jusqu'à 2050. Donc pour pouvoir répondre à cette demande, Emerald a développé et fait breveter donc un panneau d'isolation biosourcé à base de bagasse de canne à sucre adapté aux climats tropicaux. Donc j'entends par là que notre produit qui s'appelle Emerflex a passé une batterie de tests. Je pourrais vous citer par exemple la résistance aux moisissures, résistance aux insectes comme les termites, mais tout ça avec des conditions d'humidité et de chaleur très élevées pour se rapprocher le plus possible des conditions très difficiles qu'on a donc au niveau des territoires d'outre-mer. Et grâce à ce panneau d'isolation, aujourd'hui, Emerald est en capacité de diviser par 2 la consommation énergétique d'une salle climatisée. Donc c'est un panneau qui peut s'installer à la fois dans les faux plafonds, dans les toitures, dans les murs et dans les cloisons. Et aujourd'hui, Emerald va réaliser des chantiers pilotes tout le long de l'année 2023 avec des bailleurs sociaux tels que Action Logement. Et courant 2024, nous allons installer notre première usine de production en Martinique, donc ce qui va nous permettre de nous rapprocher des producteurs de bagasse dans un premier temps, donc afin de pouvoir réduire notre impact carbone, de pouvoir nous développer développer de nouveaux produits, développer sur le plan industriel, et ça vous permet aussi de pouvoir acquérir de nouveaux marchés à l'international et de pouvoir implanter de nouvelles usines sur de nouveaux territoires. À savoir qu'aujourd'hui, Emerald veut être un maillon de l'économie circulaire dans les territoires dans lesquels il sera implanté. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez vu un projet de la Martinique. Maintenant, on va placer, je crois, avec la Guadeloupe, avec Rachel Lolia, qui est la fondatrice et CEO de Tipo Pays, n'est-ce pas? Je ne suis pas trompée de territoire. C'est bien vous? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, le bouton vert. Voilà. Exactement. Donc bonjour à tous et merci. Donc effectivement, je m'appelle Rachel Lolia, je suis la fondatrice de Timoon Food, c'est le nom de la structure et je vais vous expliquer lors de la présentation. En fait, comme moi, vous savez bien que nous avons un taux d'importation qui peut aller jusqu'à 80% quand il s'agit de notre alimentation, tout simplement. Et paradoxalement, on a aussi de nombreuses denrées qui gaspillent sur les territoires en pleine saison. Et donc, on se voit bien que l'enjeu de tendre vers une certaine souveraineté alimentaire sur les territoires d'outre-mer devient quasiment prioritaire. Et donc, c'est vraiment ce sens qu'on a créé Timoon Food, qui est une start-up pour l'instant semi-industrielle, mais à vocation industrielle, de l'économie sociale et solidaire, spécialisée en agroalimentation infantile à base de produits tropicaux. Alors c'est vraiment parce que on souhaite proposer une solution qui soit à la fois territoriale, innovante et pragmatique, que par exemple notre première innovation, c'est la marque justement Tipo Pays, qui propose des petits pots bio, frais, sans conservateur, à base de fruits et légumes de saison, pour permettre justement la diversité des saveurs, des goûts, des couleurs, des textures, et surtout pour permettre aux familles, parce qu'on le sait très bien que c'est vraiment quand ils sont petits que tout commence, et que c'est également à ce moment que les parents sont encore attentifs à donner une bonne alimentation à leurs enfants, qu'on leur propose justement d'avoir une offre alimentaire saine, durable, équilibrée, parce qu'il est important aussi
aussi de répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant pour son développement. Et tout cela pour justement avoir une solution qui soit à la fois... soutien et tremplin pour le développement de filières agricoles, mais aussi pour démontrer qu'il est possible, tout simplement, d'avoir une production et une performance variée, adaptée aux contraintes du territoire, permettant ainsi de tendre vers cette dite alimentation autonome, souveraineté alimentaire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de proposer. C'est pas ça sera pas l'unique projet que nous souhaitons proposer, donc produit, mais on espère vraiment qu'en ayant une solution à fort impact social et économique comme cela, qu'on pourra à la fois encourager le développement des circuits courts, encourager le développement des filières et la structuration des filières agricoles, et enfin proposer une solution qui soit adaptée à ces territoires et qui soit également axe d'une économie sociale et solidaire. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez apporté quelques produits ou pas? Non? Alors, j'ai apporté quelques produits, donc ceux qui souhaitent pourront effectivement... Pour leurs enfants, hein, parce que c'est pas la place. Alors, mais pas que, parce que justement, quand on se soucie de l'alimentation des enfants, parfois ça peut avoir un propre impact sur notre alimentation et de se reconnecter aux saveurs authentiques justement de ces produits, de les redécouvrir. Mais voilà, c'est pas réservé forcément qu'aux enfants. D'accord, donc place à la dégustation dans quelques minutes. Merci plaisir. beaucoup Rachel, merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, la dernière start-up, c'est Jean-Christophe Abo, qui est fondateur et CEO de Philbat. Et je crois qu'il nous vient de La Réunion également. C'est ça? Exactement. Merci beaucoup, bienvenue. Merci, je viens d'arriver il y a 1 heure. Donc, on excusera votre retard, mais vous êtes arrivé pile poil. Ce qui explique la ponctualité des Réunionnais. Non, je suis là. Merci. Je me présente, je m'appelle Jean-Christophe Abo, je suis le fondateur de la société Philbat. Philbat est né de ces sujets-là, les catastrophes naturelles. Voilà, tout ce qui est catastrophe naturelle, vétusté sur les ouvrages, mais également la prévention sur les ouvrages. Car peu importe où on se trouve, que ce soit sur les DOM, en métropole ou dans le monde entier, on a des ouvrages qui vieillissent, on a le climat qui change, et à l'heure d'aujourd'hui, notre corps, on le suit comment? On suit la température, on suit la tension. Est-ce que vous imagineriez demain ne pas pouvoir suivre des paramètres sur votre corps de cette manière-là pour prévenir des risques? C'est impensable. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le BTP. Il n'y a pas de vrais moyens accessibles, abordables pour pouvoir suivre les structures. Et c'est là que l'aventure Philbat est née. Concevoir des capteurs de fissures, de mouvements, de structures que vous pouvez paramétrer avec votre téléphone. Toutes les collectivités, tous les bailleurs sociaux, tous les gestionnaires de biens, tous les experts du BTP peuvent dès à présent suivre les mouvements des bâtiments à proximité avec des capteurs de ce style-là, connectés en Bluetooth et en LP1, donc c'est les réseaux radio Sigfox à distance, pour suivre les mouvements et être alertés en cas de mouvements anormaux. Alors d'aujourd'hui, on a développé une première gamme de capteurs, donc des capteurs de fissure Delta L+, des capteurs d'inclinaison Delta R. Comme vous pouvez voir, on a posé déjà pas mal de capteurs sur pas mal de structures, dont le MIDO, un point de vue très important à La Réunion. Tous ces capteurs-là, à l'heure d'aujourd'hui, peuvent être suivis avec n'importe quel téléphone. Donc cette aventure-là, elle est née aussi de ma fille, qui a 10 ans, et qui est capable de mettre de la musique sur une enceinte Bluetooth. À l'heure d'aujourd'hui, nous, dans le monde entier, il n'existe aucun produit sur lequel on peut poser un capteur et le suivre avec son téléphone simplement. C'est pour ces raisons-là que Philbat l'a fait. Alors d'aujourd'hui, on se retrouve dans de différents pays. On touche le Luxembourg et la Belgique là depuis peu. On est à La Réunion et on touche toute la métropole aussi, toutes les villes de la métropole avec nos produits pour assister les experts, les bailleurs sociaux avec qui on est en échange, les gestionnaires de biens, les gestionnaires aussi d'ouvrages. Les gestionnaires d'ouvrages d'art, on parle des ponts qui s'effondrent. Alors d'aujourd'hui, on a une solution plug and play à leur apporter pour qu'ils puissent suivre leur structure très simplement. C'est de la prévention. On le fait pour notre corps. Je rappelle toujours notre corps parce que le corps humain, c'est ce qui nous sensibilise le plus. On fait attention à nos ouvrages qu'une fois qu'il y a des catastrophes, malheureusement. Donc cette solution-là est adaptée pour les entreprises du BTP, gestionnaires de biens, assurance, experts d'assurance, assurés. On touche un peu tous les corps de métier grâce à cette solution parce qu'elle est plug and play.
Voilà, vous dire, on a rendu simplement un outil abordable en termes d'usage, de prix et de suivi. J'ai dit. Merci beaucoup, restez là, Je vais juste rappeler les 3 autres start-upers pour venir à côté de Daniel. Daniel, tu peux dire un mot sur cette séquence, un dernier mot de conclusion pour les start-upers. Vous invitez tous à candidater aux différents PIA, aux différents prix, le tien bien évidemment. Le temps pour la photo pour la séquence start-up. Merci de venir très vite. Nous sommes voilà. Merci aux start-up d'être venus de si loin déjà. Je rappelle que ce n'est qu'une première prise de contact, donc on vous invite bien sûr à prendre les contacts avec tous les acteurs de la Banque du Territoire ici présents, c'est-à-dire maintenant, pas demain. Exactement. Et vous êtes bien sûr cordialement invités, messieurs et dames de la Banque des Territoires, pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits. On vous attend jeudi pour la fameuse soirée Innovation Outre-mer. Voilà, c'est dit. Et puis, go, hein, candidatez toujours. Bravo à vous, bravo. Merci beaucoup, merci à tous. Alors pour ce 3e temps, nous allons partir direction la Nouvelle-Calédonie avec le ministre en charge de l'innovation, des enjeux de l'innovation pour le territoire, avec monsieur Christopher Gigès. Maintenant. Oh. Voilà, c'est à lui. Bonjour à tous, j'aurais souhaité être parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement, je suis resté en Nouvelle-Calédonie. Mais merci d'avoir pu m'inviter à ce 2e hub des territoires consacré à l'outre-mer. C'est un plaisir pour nous de participer à cet événement de la Banque des Territoires, puisque la Banque des Territoires participe beaucoup à nos projets sur la question de la transition, sur l'innovation en Nouvelle-Calédonie, sur différents sujets, sur l'énergie, sur le numérique et sur le maritime. Et je reviendrai sur ces 3 sujets. Depuis très longtemps, la Nouvelle-Calédonie est un territoire extrêmement pollueur. On a été un mauvais élève en la matière puisqu'on était par tête d'habitants parmi les plus pollueurs de la planète du fait de la particularité du système industriel calédonien. On a trois grandes entreprises de nickel en Nouvelle-Calédonie qui sont des industries électro-intensives et donc qui polluent énormément, certaines avec des centrales au charbon, certaines autres avec des centrales au fioul. Et donc la Nouvelle-Calédonie a fait le choix de réviser son schéma de transition énergétique et de le consacrer au secteur de la métallurgie et de développer véritablement un nickel vert en Nouvelle-Calédonie. Ce développement d'un nickel vert, il se fait sur plusieurs étapes. Un déploiement massif d'énergie renouvelable en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a signé un accord cadre qui est historique avec 2 des opérateurs métallurgistes du territoire, que sont l'usine du Sud et la SLN. Le 3e, qui est l'usine du Nord, est en passe de rentrer dans cet accord cadre, qui prévoit l'introduction de 100 MW par an pendant 10 ans pour alimenter les centrales de nickel calédoniennes, qui constituent un véritable changement de paradigme, puisqu'on souhaite passer de 80% d'énergie fossile à 70% d'énergie renouvelable en l'espace de 10 ans. C'est pas que de la com, puisque sur les objectifs qui ont été assignés pour 2025 et 2026, les autorisations sont déjà données par le gouvernement, et donc on est en avance même sur les objectifs qu'on s'était fixés. Sur la partie distribution publique qui concernait le premier schéma, on sera déjà à 100% d'énergie renouvelable sur la partie de distribution publique l'année prochaine. Donc là aussi, on est très en avance sur ce qui a été fixé. Et donc sur la partie déploiement des énergies renouvelables, le calendrier est tenu en partenariat avec les différents acteurs qui jouent pleinement le jeu et qui souhaitent vraiment s'intégrer sur le réseau, ce qui était inenvisageable il y a l'espace de 2 ans où on avait des opérateurs qui souhaitaient avoir leurs centrales fossiles à proximité pour les alimenter. Aujourd'hui, je les remercie, ils ont fait le choix d'intégrer parfaitement le réseau calédonien et d'avoir un système optimisé. Donc cette année, c'est environ 300 MW qui ont été autorisés par le gouvernement, ce qui constitue un véritable record. On a parmi les plus grandes fermes solaires de la région et de France avec stockage, et donc ça, c'est une véritable fierté. Le 2e point, et le 2e pilier de cette transition et de cette innovation sur la partie métallurgique, c'est la question du stockage, où là aussi on a déjà lancé un appel à projet sur du stockage batterie de 50 MW, avec un 2e appel à projet sur 150 MW qui sera lancé très prochainement, mais surtout avec la volonté de faire des steps, des stations par pompage, enfin au moins une et certainement une 2e, qui permettra à la fois de faire du stockage pour l'industrie métallurgique
métallurgique, mais aussi de constituer un véritable levier de relance économique, puisque les steppes nécessiteront des travaux importants, et donc ça sera un élément important sur cette partie. Le troisième pilier, qui est la partie fossile, puisqu'il restera 30% à alimenter sur la production énergétique de ces sites industriels, puisqu'il faut nécessairement un backup sur ces parties-là. Le ministre des Outre-mer a bien résumé ce qu'il fallait, c'est-à-dire un outil qui est le plus petit possible et qui sera le moins utilisé possible. Et donc là aussi, on est dans une logique de décarbonation, même sur la partie fossile, puisqu'on souhaite convertir une centrale au charbon au gaz naturel, convertible à l'hydrogène quand l'hydrogène sera accessible sur cette partie-là. Sur l'hydrogène, on a un plan hydrogène qui est développé en Nouvelle-Calédonie, à la fois sur du roulage minier, toujours dans une logique de décarbonation de la mine calédonienne, sur une alimentation des transports en commun, du stockage pour les énergies renouvelables, et sur le transport en commun, où on veut faire vraiment de la Nouvelle-Calédonie une terre d'hydrogène et un plan hydrogène ambitieux qui s'inscrit notamment dans le plan de France 2030 porté par le gouvernement français. Donc tout ça sur l'énergie, je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais je reviendrai bien volontiers sur ces points-là. Mais on a d'autres secteurs où on est en phase de diversification économique, d'innovation, de transition, notamment sur la partie numérique, où on a souhaité faire véritablement de la Nouvelle-Calédonie une cyber-référence dans le Pacifique et un hub numérique dans le Pacifique, où on est en phase de révision du plan stratégique sur l'économie numérique calédonien, avec des priorisations sur la cybersécurité, sur le développement des startups en Nouvelle-Calédonie, mais sur des axes qui sont prioritaires, notamment la Green Tech et la Tech for Good, où on aura un Tech for Good Summit qui se tiendra dans la région Pacifique à la fin du mois de novembre et début décembre, mais aussi d'autres axes sur une vraie simplification de l'économie calédonienne via le numérique, un écosystème qui est aujourd'hui aligné sur un véritable objectif commun et qui est symbolisé par la station N, qui est notre petite station F à nous, où les différentes startups peuvent être logées, les différents acteurs de l'écosystème peuvent être logés. Et donc, c'est la pierre angulaire à la fois du développement local du numérique, mais aussi d'une volonté d'un développement du numérique dans la région Pacifique. Enfin, sur la partie maritime, la Nouvelle-Calédonie s'est insuffisamment tournée vers la mer ces dernières années. Et on a fait vraiment de ce secteur aussi un levier de diversification, avec un grand projet qui est celui du pôle maritime, un pôle d'excellence maritime, avec un multisite sur le grand port de Nouméa, avec une zone qui sera sur la zone de Nimbo, pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie, qui sera plus dédiée aux services maritimes et aux services liés aux activités maritimes. Une autre partie qui sera plus sur le port de Nouméa et près de la station N et plus de la presqu'île de Nouville, où on veut en faire véritablement un lieu de formation, d'innovation et de recherche en lien avec l'université, une volonté de faire une zone franche avec la province sud sur cette partie dédiée au maritime et au numérique. Et enfin, sur la petite rade de Nouméa, une partie sur le développement d'un port de grande plaisance pour accueillir des yachts, mais aussi sur cette pointe-là, un chantier qu'on porte avec l'État et qui, je souhaite, puisse aboutir, puisque ce serait une première en Outre-mer, le démantèlement des patrouilleurs P400. Il y a des nouveaux qui vont arriver prochainement, et donc les anciens, normalement, devaient être démantelés en Europe, et ça sera fait, je l'espère, en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, on se met toutes les conditions pour le réussir. Donc voilà, beaucoup de grands projets qui sont en cours en Nouvelle-Calédonie sur l'énergie, où on souhaite verdir notre nickel pour avoir un véritable avantage comparatif sur les marchés, sur le numérique, où on souhaite devenir une vraie cyber-référence dans le Pacifique, et enfin se tourner davantage vers la mer, où il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être créés. Et pour ça, je sais qu'on peut compter sur la Banque des Territoires et son personnel. Je remercie Hervé Tonnerre, qui a toujours une oreille très attentive sur la Nouvelle-Calédonie. Et donc, je vous remercie de nous avoir fait participer à cet événement. Et je vous le redis, j'aurais bien voulu être parmi vous, mais ça sera seulement par cette vidéo. Merci à tous.
Merci beaucoup. On applaudit chaleureusement le ministre Christopher Gigès. Comme vous l'avez vu, un territoire très en pointe sur le développement, sur l'innovation tout simplement. Fin novembre, il y aura un très gros événement avec les 3 collectivités du Pacifique également et un événement international également soutenu par la Banque des Territoires. Sans plus attendre maintenant, je vais inviter Laurent Renouf, qui est le délégué général de la FEDOM. La FEDOM, je le rappelle, c'est une association qui prend la défense, ou en tout cas qui traite des problématiques de plus de 300 000 entreprises dans les territoires des Outre-mer. Je vais laisser au délégué général, Laurent Renouf, présenter un petit peu la FEDOM et indiquer que grâce à un partenariat entre la FEDOM et la Banque des Territoires, l'innovation est au cœur des problématiques de la FEDOM. Merci sous vos applaudissements. Merci Marie-Christine, bonjour à toutes et à tous et merci Hervé, merci à la Banque des Territoires de cette invitation. C'est toujours un bonheur et un plaisir pour nous d'être parmi vous et je crois que ce genre d'initiative est particulièrement salutaire parce que ça montre à quel point l'innovation, c'est pas uniquement avoir une idée, c'est avoir une idée au service de la création de valeur ajoutée et de la richesse pour pouvoir anticiper et accompagner au mieux des transformations qui s'imposent à nous. Transformation numérique, transformation écologique, transformation énergétique. On l'a vu à travers les pitchs, on l'a vu à travers les entreprises, c'est absolument fondamental. Et pour que cette innovation soit possible et que cette création de valeur ajoutée, cette création de richesse et l'accompagnement de ces transformations soit une réalité, on a besoin d'avoir un écosystème porteur, un écosystème favorable. Et ça, la Banque des Territoires, elle joue parfaitement ce rôle pour faire en sorte que l'écosystème soit le plus porteur possible par ses actions. La FEDOM aussi, de son côté, partenaire de la Banque des Territoires, joue aussi pleinement son rôle au sein de cet écosystème. La FEDOM, en 2 mots, hein, Marie-Christine l'a dit, bon, c'est une organisation qui est déjà ancienne, qui représente à la fois des entreprises et qui représente aussi des structures de représentation économique basées sur les territoires. Les fédérations du BTP, les clusters du maritime, les MEDEF, les CCI, etc. Les CPME, évidemment, un certain nombre d'organisations diverses et variées présentes partout sur les territoires. L'objectif de cette organisation, il y en a 2 en fait. La première, comme je l'ai dit, c'est être un acteur de l'écosystème en favorisant les ponts autant que possible, en permettant de faire du bottom-up, c'est-à-dire faire connaître à nos entreprises sur le terrain et à nos organisations toutes les initiatives, toutes les bonnes initiatives qui peuvent être mises en place par des acteurs comme la Banque des Territoires ou par des acteurs comme BPI, faire connaître, relayer. Et puis le deuxième axe et la deuxième mission de la FEDOM, je vais y revenir, c'est participer autant que possible à la mise en œuvre d'un écosystème fiscal, social, normatif qui soit le plus adapté possible aux besoins des entreprises, aux besoins de l'innovation pour, encore une fois, pouvoir accompagner et anticiper au mieux les transformations. Ça passe par des systèmes de crédit d'impôt, des systèmes de défiscalisation, des systèmes d'exonération de charges sociales patronales. Bref, tous ces systèmes qui permettent d'améliorer l'investissement et d'améliorer la compétitivité, c'est faire en sorte qu'ils soient le mieux adaptés, qu'ils anticipent au mieux les transformations. Et moi, quand j'entends des initiatives comme Emerwall, quand j'entends la Dauphinette, tout de suite, je me dis d'abord que heureusement qu'il y a des acteurs comme la Banque des Territoires pour faire en sorte que ces belles idées se répliquent concrètement sur des territoires au sein d'un écosystème et que la Banque des Territoires permette à cet écosystème de porter en fait des initiatives comme celle-là. Et heureusement, d'une certaine manière, qu'il y a des acteurs aussi comme la FEDOM qui permettent, j'allais dire, au quotidien de veiller à ce que tel ou tel dispositif que les porteurs de projets auront besoin derrière pour boucler leur plan de financement soit pérennisé, soit amélioré et évolue autant que possible, le mieux possible par rapport aux besoins d'innovation. L'associé, le représentant d'Emerwall évoquait des programmes à venir en matière de construction de logements, de rénovation de logements, avec un très beau projet de panneaux d'isolation biosourcés. Aujourd'hui, un exemple par rapport à ce projet-là et la réalisation de ce projet, on a des dispositifs qui sont très mal conçus pour faire de l'économie circulaire et pour réhabiliter, rénover
les logements outre-mer, puisque les dispositifs de crédit d'impôt favorisent le neuf plutôt que la rénovation et la réhabilitation. La FEDOM travaille en ce moment pour améliorer ces dispositifs et faire en sorte qu'ils soient mieux adaptés à cette réalité. C'est une manière aussi de favoriser des initiatives comme celle d'Emerwall derrière, puisque ces initiatives sont greffées à des programmes plus larges de rénovation, de réhabilitation de logements. Donc c'est là qu'on voit à quel point les différentes parties prenantes de cet écosystème sont là pour parler entre eux, discuter et faire en sorte que tous les maillons de la chaîne, si je puis dire, se greffent autant que possible pour faire en sorte que l'innovation soit une réalité concrète. Voilà. Je ne vais pas être plus long, mais je voulais évoquer cet aspect-là de notre rôle, de notre fonction, rappeler le partenariat qu'on a avec la Banque des Territoires et rappeler surtout que des acteurs comme la Banque des Territoires, des acteurs comme la FEDOM sont des acteurs essentiels d'un écosystème qui se veut positif et qui doit pouvoir accompagner de manière concrète l'innovation. Merci beaucoup. Merci Laurent. Et encore un mot. Vous accompagnez beaucoup d'organisations liées à l'innovation et vous serez sur le Big Tour à la Martinique le 25 et le 26 novembre, c'est ça. Exactement. Donc sur le village numérique avec que le vous village mettez, numérique. voilà, le village Exactement. numérique que vous mettez en place. Et bien sûr, vous êtes en lien avec l'innovation et sur tous les territoires, avec la Banque des Territoires, très auprès des entreprises. Pardonnez-moi. Voilà l'émotion. Vous pouvez encore applaudir Laurent Renouf. Et avant d'inviter Monsieur Tonnerre pour les mots de conclusion, peut-être quelques questions officielles. Quand je dis officielles, c'est parce qu'on a un décompte et on va clôturer le direct. On pourra encore avoir quelques questions avec les intervenants. On va faire très interactif pour si bien évidemment les organisateurs du Hub des Territoires sont d'accord. Donc quelques réponses. Quand je dis quelques questions officielles, c'est parce que je veille au décompte. Sinon, on passe à la conclusion et on peut encore interroger les intervenants. Est-ce qu'il y a des... Non, des timides, que d'autres timides dans la salle. L'innovation, c'est pas très... ok, pas de questions? Donc vous avez tout compris, vous avez tous candidaté. Il n'y a que des champions de France là. Alors on va inviter Monsieur Tonnerre à la conclusion sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bon, donc, moi, je suis vraiment très, très satisfait de cette séquence. Je remercie déjà le Hub en leur disant qu'on prend rendez-vous pour des prochaines actions l'an prochain pour les Outre-mer. Vraiment témoignage de satisfaction, puisque quand j'ai vu la qualité des présentations, des actions qui sont accomplies sur les territoires, y compris, j'en parlais avec Laurent sur Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Outre-mer, est un territoire qui a un peu aussi complexe, parce que c'est un petit territoire auquel on ne pense pas très souvent, sur lequel l'économie est assez difficile à renouveler. Et là, vous avez vu l'enthousiasme et la capacité. Donc voilà, c'est pour moi des choses. Je parlais des talents des Outre-mer, j'ai vu la qualité des interventions et des entreprises qui ont des solutions innovantes et qui sont très, très performantes. Je pensais, il y a Action Logement, mais CDC Habitat chez nous peut être intéressé par ce qu'on a vu, que ce soit sur les panneaux bioressourcés ou le dispositif de mesure de l'évolution des infrastructures des bâtiments. Donc, pour moi, je suis persuadé que les Outre-mer, qu'on perçoit des fois de manière plus ou moins étant liée à des handicaps, ont des capacités, un potentiel réel, et par rapport à des transformations qui sont indispensables, ce que disait le ministre Christopher Gizès, l'industrie du nickel, si elle ne se transforme pas, si elle est vraiment verte, mais pas un vert uniquement de greenwashing, mais qui est vraiment une capacité de pouvoir importer, puisque à un moment, l'industrie du nickel sera indispensable pour serait-ce que l'industrie des batteries, des voitures. Voilà, il y a des vrais enjeux pour nous. Ça a été souligné par la FEDOM, le partenariat qu'on devrait finaliser avec Outre-mer Networks démontre que de toute façon on ne peut pas travailler seul. Et la Banque des Territoires, elle a une forte ambition, mais elle n'a pas du tout de prétention. Elle souhaite être un acteur qui accompagne des projets aux côtés d'autres acteurs, que on les a rappelés. On a naturellement au sein du groupe la BPI, qui est l'interlocuteur normal des entreprises. On a des acteurs aussi complémentaires comme l'AFD. Je rappelais aussi le rôle de l'État, de l'Europe, des collectivités. Voilà, il y a tout un terreau. Par contre, je pense, et c'est très réel, et je remercie tous les intervenants de la Banque des Territoires qui ont été présents, que ce soit Linda, que ce soit Olivier, que ce soit Dada, voilà, je suis Yves, et je suis les porteurs de projets de ceux qui nous aident à porter, par exemple, à la Dauphinette. Voilà, donc il y a une disponibilité des équipes sur le terrain, disponibilité des équipes du siège, et on va essayer justement d'accompagner les Outre-mer. Je crois qu'il y a un regard très très bienveillant, et comme je dis toujours, jamais complaisant. Je pense que les Outre-mer n'ont plus besoin de complaisance, ils ont la capacité de s'en sortir. On a, nous, une volonté d'accompagner les territoires et d'accompagner spécialement pour moi les Outre-mer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci infiniment. Vous l'avez compris, la Banque des Territoires, restez là, accompagne les territoires dans tous les domaines, mais bien évidemment encore plus avec l'innovation. Je vais inviter, sous vos applaudissements, l'ensemble des intervenants qui sont venus, et également souligner la présence dans la salle de l'ancienne députée Maïna Sage de Polynésie, qui a tenu à être présente et qui a toujours été très auprès des territoires et de l'ensemble des thématiques et aussi de l'innovation. Oui, vous pouvez l'applaudir et applaudir les intervenants également. De nombreuses présences d'invités également. Je ne vais pas vous citer, vous êtes nombreux. Merci d'être venus si nombreux. À la fois à distance, on vous salue et on vous remercie de votre présence. Un replay sera disponible. Merci à vous tous. Je demande aux intervenants de venir me rejoindre pour la photo finale. Les start-upers, les intervenants de la Banque des Territoires. Remercier chaleureusement le Hub des Territoires, les équipes techniques. Elina, je crois que je ne me trompe pas, monsieur, j'ai oublié son prénom, mais l'ensemble des personnes techniques, merci de les applaudir chaleureusement. Excellente journée à vous tous, merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas, candidater, venez faire du... comment tu dis, Daniel? C'est ton mot magique? Du networking, voilà, Outre-mer Network. Et bravo à la Banque des Territoires, bravo à vous tous, merci infiniment et bonne journée.